Bonjour, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce lundi 18 mars, ici pour une autre émission du Pied à Papineau. Une émission un peu triste aujourd'hui, mais aussi ça devrait nous donner du courage. On va faire une bonne partie de l'émission sur un patriote qui nous a quittés jeudi dernier, Paul Rose. En première partie, nous avons l'honneur de recevoir Victor Lévy-Beaulieu, qui le connaissait et qui a écrit un article fort intéressant sur l'autre journal vendredi au lendemain de son décès. Donc, ça serait en première partie. Et nous allons un peu tracer sa vie qui mérite d'être mieux connue. Mérite d'être mieux connue pour comprendre où on est au Québec et aussi peut-être pour s'inspirer de certains aspects de la personnalité de Paul Rose. Je dis... En passant, Paul Rose était devenu un ami vers 1980. On a gardé contact. L'an dernier, on a même passé une journée ensemble lors du décès de quelqu'un qui lui a enseigné quand il était en prison. C'était un homme fort attachant, un homme qui cherchait pas la vedette et qui mérite d'être mieux connu. Donc, tout de suite après cet enchaînement musical, Victor Lévy-Beaulieu. Si, je pense que le décès d'une personne importante qui a marqué l'histoire mérite qu'on s'y attarde un peu et au-delà des commentaires simplistes, parfois et très souvent d'ailleurs insultants. Vendredi dernier, sur l'autre journal, Victor Lévy-Beaulieu, que le monde connaît très bien, a écrit un article sur Paul Rose et il est avec nous. On va maintenant en discuter au sujet de cet article et d'autres choses aussi. Bonjour, Victor Lévy. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Ça me fait plaisir. D'abord, pourquoi Paul Rose est un homme important dans notre histoire récente et je dirais l'histoire générale du Québec, selon vous? Je pense que quand les événements d'octobre sont arrivés, puis même un peu avant, vous voyez, moi, je suis allé, sans le savoir, que les jeunes felkistes étaient à la maison du pêcheur. Je suis allé un été en vacances avec ma blonde de l'époque, et puis je me souviens, il pleuvait à boire debout, il n'y avait pas grand-chose à faire le soir. Alors, on est allé à la maison du pêcheur. Et puis, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé avec ces gens-là, mais sans soupçonner qu'un jour, je serais lié plus ou moins avec plusieurs d'entre eux. Bon, alors, c'est arrivé, c'est un hasard de circonstances. Et puis, quand la crise d'octobre est arrivée, quand Pierre Laporte a été enlevé, évidemment. Et puis ensuite, quand James Cross a été enlevé, moi, je travaillais aux éditions du Jour à l'époque de Jacques Hébert. Et puis, Jacques Hébert, évidemment, comme tout le monde sait, était un ami de Pierre-Éliott Trudeau de très près. Et puis moi, vous savez qu'aux éditions du Jour, il venait beaucoup de jeunes sympathisants felkistes à l'époque, avec qui je jasais et tout ça, mais Jacques Hébert, vous voyez, m'avait prévenu, il m'avait dit, si tu parles au téléphone, fais attention à ce que tu dis, parce que les lignes sont tapées aux éditions du Jour. Alors, vous voyez, même les lignes des éditions du Jour étaient tapées. Alors, évidemment, j'ai eu la visite de la GRC ou de la police. Je restais à Terrebonne à l'époque. Ils sont venus 2 fois. Ils sont venus aux éditions du Jour 2 fois me rencontrer, soi-disant vous me demandez des informations sur quelqu'un qui aurait supposément présenté un manuscrit aux éditions du Jour, mais en fait, c'était pas pour ça qu'il venait. Alors moi, j'ai pas été mêlé directement à ça. J'étais pas un felkiste d'abord. Moi, j'ai toujours pensé que après avoir lu Gandhi, comme je dis dans mon texte, que la désobéissance civile pouvait, pour des peuples comme nous, être plus efficace. Bon, maintenant, quand c'est arrivé, on a oublié aujourd'hui ce que ça a été. Vous savez, moi, j'ai été très près de ça, d'une certaine façon, parce que là où a été, entre autres,
séquestré M. Cross, c'était à 2 rues de chez moi, à Montréal-Nord. Ah oui. Oui. Et puis, quand d'ailleurs James Cross était délivré le matin, moi, je m'en allais pour travailler. Et puis, je marchais sur la rue. Il y avait plein d'hélicoptères dans le ciel, plein de policiers partout, plein d'armées. Alors, donc, j'étais comme ça, mais c'est plus par après que j'ai été mêlé aux événements, si vous voulez. Notamment moins avec Paul Rose à l'époque parce que Paul Rose, lui, était il y avait plein de gens qui à l'époque s'en occupaient. Et puis moi, j'étais plus mêlé avec Jacques Langto. Jacques Langto qui, après son exil, voulait revenir au Québec. Et les beaux-parents de Jacques Langto restaient à 3 maisons de chez moi. Ah oui. Bon. Alors, et puis, quand Langto a demandé sa libération conditionnelle, il fallait que quelqu'un puisse l'assurer d'un emploi. Et son avocat, Robert Lemieux, m'avait appelé, m'avait dit, gars, j'aurais besoin d'une lettre comme quoi, si tu voulais la faire, tu t'engagerais à l'embaucher s'il recouvre sa liberté. Alors moi, évidemment, je connaissais pas Langto ni Dada. Je connaissais sa femme, par contre, parce qu'elle venait des fois l'été chez nous, chez moi, aux éditions, puis je lui donnais des livres pour Jacques. Et j'avais reçu une lettre ou deux de Jacques. Et puis là, Robert Lemieux m'avait dit, c'est une formalité et tout ça. Bon, maintenant, quand Jacques a comparu en cours sa libération, les beaux-parents de Jacques étaient tellement nerveux qu'ils m'ont demandé de les conduire au palais de justice. Alors, j'étais là, puis j'écoutais tout ça, puis à un moment donné, le procureur de la Couronne, Maître Bonin, il dit tout à coup, je voudrais faire témoigner Victor Lévy-Beaulieu. Bon. Alors, là, on me demande si je connaissais Langto, depuis quand, etc. Heureusement que par sa femme, j'avais eu quelques informations du type qu'est-ce qu'il faisait à Cuba, puis en plus, on me demandait, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire dans une maison d'édition, qu'est-ce qu'il connaît à ça? Ben, j'ai dit, il corrige les épreuves de grammaire et tout ça, donc il connaît l'édition, puis etc. Bon, donc, j'ai été mêlé à ça par le biais de ça. Et puis quand ça s'est su que j'embauchais Jacques Langto, on a eu des appels à la bombe. Ah oui. Ça. Oui, puis j'ai reçu du Canada anglais, j'en aurais pour faire un scrapbook, là, quand la nouvelle est sortie, des lettres de bêtises, fuck off, tu sais, toutes les genres et de toutes les sortes. Bon, maintenant, moi, je l'ai fait parce que comme j'avais pas participé de près à ça, que j'étais, par principe, comme je vous l'ai dit, plus vers la désobéissance civile, mais devant l'état des choses au Québec, je trouvais justifié que des jeunes en aient pleine casse et décident de faire des enlèvements. Bon, moi, je n'étais pas contre l'idée mais comme le dit Paul Rose par la suite, c'est sûr que quand le deuxième groupe a enlevé James Cross, ça a dérangé tous les plans. Parce que dans le but premier qui était visé en enlevant Pierre Laporte, ce qu'aujourd'hui, vous savez, les journaux n'ont pas parlé beaucoup, les journaux dits officiels, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on remette sur le tapis que, par exemple, les Felkistes, c'est-à-dire les frères Rose et Simard, l'avaient enlevé dans un but bien précis, c'est qu'on le soupçonnait de trafiquer avec la PEG de Longueuil et de Boucherville, d'avoir été élu à cause de ça, et c'est ça qu'on voulait qu'il sorte. Donc, c'était ça le but premier de son enlèvement. Bon, alors, c'est important. Et puis, après, ce qui est arrivé, ce qu'on a oublié aussi, quand il y a eu la lecture du manifeste du FLQ à la télévision, le fédéral a été pris, comme on dirait, les culottes à terre, et le gouvernement du Québec, parce qu'il y a eu une très forte partie de la population qui a appuyé les falquistes à ce moment-là. Et donc, si le gouvernement avait voulu négocier, probablement qu'il n'y aurait pas eu de violence et de mort, mais le gouvernement, avec M. Trudeau, comme toujours,
a tenu sa ligne, voulait rien savoir, avec pour résultat qu'il a laissé pourrir volontairement les choses, et puis que, ça, c'est arrivé. Bon, de l'autre côté, le respect que j'ai pour Paul Rose, c'est que, on le sait, les procès l'ont prouvé, il était même pas là quand les choses se sont passées. Il y avait plus de chance d'être dans la garde-robe à double fond du mari de Mme Michaël Jean Caillard. Bon, et puis, il était même pas là. Alors, ça a été prouvé même au procès, mais Paul Rose a assumé le fait que, oui, il avait contribué à l'enlèvement et à tout ça, et il a tout pris sur lui. Moi, je trouve que c'est un signe de quelqu'un qui assume ce qu'il a fait. Et ne serait-ce que pour ça, on devrait avoir un minimum de respect pour quelqu'un qui dit « Oui, j'ai fait ça, je l'assume et je paie le prix que la société me demande de payer, même si c'est injuste. » Dans votre article, vous parlez de ce procès bidon. Je pense que c'est important. Tout à l'heure, je vais lire un peu un peu du dossier Paul Rose, un peu sur ce procès, mais rappelez un peu cette situation-là. Ça a été rapide, ce procès-là, mars 71, beaucoup plus rapide, par exemple, que les Hells Angels ou l'autre. Ah oui, parce que tout ce qu'on voulait, c'est avoir une victime à condamner pour qu'on libère ça au plus sacrant, si je peux dire. Alors, la justice a été complètement bafouée là-dedans. Vous savez comme moi que Paul Rose, un grand bout de temps, n'avait même pas d'avocat parce que son avocat était lui-même en prison. Donc, c'était moi, j'ai relu quelques pages des journaux de cette époque-là et c'était tout simplement une caricature de justice. On sait que la loi existe, mais j'ai toujours pensé que la justice était quelque chose qui était arrangé par les aristocrates, par la classe dominante pour servir ses intérêts et non pas ceux du monde. Et ces procès-là ont exactement prouvé ça. Ce qu'on voulait, on voulait avoir quelqu'un à condamner, comme Paul Rose, comme Paul Rose assumait ses actes, on lui a dit, c'est lui. Bon, il dit qu'il n'était pas là. Bon, puis et on voulait l'avoir. Il refusait de se plier. Il refusait de baisser la tête et on ne lui a jamais pardonné ça. Non, puis, tu sais, moi, je me souviens des images en 70, quand on le voyait entrer en prison avec, je me souviens plus du nom du policier, le Winchester. Lisa Check. Bon, lui, tu sais, qui avait l'air vraiment d'un gars qui était là pour s'occuper personnellement de lui. Et puis, on sait, ce qu'on a fait à Paul Rose en prison, au détriment de toute justice, la lumière allumée 24 heures par jour dans sa cellule, pas le droit de sortir, etc., etc. Juste parce que on voulait lui faire les choses dures. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour quelqu'un qui a gardé ses convictions, qui les a assumées, qui en a payé le prix. Et moi, je l'ai connu, Paul Rose, après sa sortie de prison. Ça a été un hasard la première fois que je l'ai rencontré. Il étudiait à Rimouski en développement régional. Et un soir, je me suis retrouvé dans le même train que lui. On a jasé. Et après ça, on a travaillé, collaboré ensemble. Quand, par exemple, il est venu le temps de faire l'Union des forces progressistes du Québec, dont Paul Rose était là-dedans, j'y étais aussi. Et on a appris à se connaître. Et moi, j'étais... ce que j'admirais beaucoup chez lui, c'est que malgré tout ce qu'on avait fait, la prison qu'on y avait fait vivre là, dans les débuts, que malgré tout ça, c'était pas quelqu'un d'amer. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un de moins frustré, de moins amer que lui, et qui même, quand je l'ai rencontré encore cet été, il a passé presque une journée chez moi pour jaser justement du manuscrit sur lequel il travaillait. Bon, et puis même je pense que j'ai posé la question, comment tu fais encore aujourd'hui
pour avoir ce détachement et en même temps, j'appelle cette sagesse par rapport à tout ça. Il m'a dit, c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que, non, ça, c'était vraiment, de ce côté-là, quelqu'un d'exceptionnel. Et puis moi, pour avoir connu un peu sa mère, d'ailleurs, j'avais même, quand j'ai écrit un livre qui s'appelle Un rêve québécois, et je l'avais dédié à sa mère, à Mme Rose, j'ai toujours trouvé, quand elle a parlé à la radio, à la télé, dans les journaux, à cette époque-là, et j'ai toujours trouvé que c'était une femme admirable. Et comme on dit, comme on aurait dit chez nous dans ma famille, une belle personne. Et puis, elle a jamais porté de jugement sur ce que ses enfants avaient fait. Elle les a toujours appuyés, elle a toujours été là. Et moi, j'avoue que cette femme-là, c'est une des belles femmes que j'ai vues de ma vie. En tout cas, je rappelle aux auditeurs, on parle avec Victor Lévy-Beaulieu du décès de Paul Rose et de la perte que nous vivons tous avec ça. Dans votre article, vous soulignez un point que je pense que tout le monde voudrait taire. C'est cette manie de la confession, de s'excuser. Un indépendantiste a écrit dans Le Devoir au lendemain du décès, « Oh, il aurait été bien qu'il confesse ». D'où ça vient? D'où ça vient cette idée-là? Et puis, qu'est-ce que ça nous fait comme peuple? Quel est l'impact sur notre comportement politique? Vous faites bien à parler, parce que quand j'ai lu ça dans Le Devoir, les deux bras m'en sont tombés en disant, voyons donc, pas encore quelqu'un qui aurait voulu, parce que, comme j'ai dit dans mon texte, ça revenait à dire, c'était confessé avant de mourir, puis s'il avait admis sa faute, on lui pardonnerait. Ça voulait dire ça. Mais ça, je trouve que c'est notre vieux fond judéo-chrétien, québécois, qui il dit à toute faute, là, il faut s'excuser, il faut la confesser, puis en la confessant, on est pardonné. Mais c'est comme si tout acte qu'on faisait, ça revient à dire ça, que tout acte qu'on fait est une faute pour laquelle il faut se faire pardonner. Je ne crois pas ça. Je pense que Paul Rose a posé un acte en toute confiance de la chose, et à l'époque dans laquelle on vivait, c'était un acte qui n'était pas un acte farfelu, mais qui répondait à l'esprit du temps, qui répondait aussi à ce que le Québec, dans lequel le Québec était, dans une espèce de nowhere, et puis qu'il fallait forcer les choses pour que le monde se réveille un peu. Mais on a cette tendance, à chaque fois que quelqu'un ouvre le clapet un peu, que quelqu'un fait quelque chose qui sort le moindrement de l'ordinaire, de vouloir couper tout ça, puis de dire, ben non, pourquoi tu t'excuses pas? Puis, tu sais, bon, moi, il m'est arrivé plusieurs fois la même chose. Je veux dire, quand j'ai envoyé promener Noah Richler, qui basait sur nous, les Québécois, ben, il y a plein de monde qui m'ont écrit en disant, hey, ça n'a pas d'allure, tu devrais t'excuser. On n'envoie pas chier un Anglais ou quelqu'un. J'ai dit, oui, on peut les envoyer chier. Je le fais. Il n'y a pas de question que je m'excuse. C'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Et arrêtez de toujours vouloir qu'à chaque fois que quelqu'un même dise quelque chose qui est vrai, mais le dise un peu crûment, vous vouliez qu'on s'excuse. On n'est pas des curés, là, puis on n'est pas, tu sais, non, on n'est pas dans cette, moi j'appelle ça cette fausse morale. Cette morale de sépulcre blanchi. Oui, mais je pense que cette manie d'exiger des excuses ne va que d'un bord, parce que je vous ai déjà entendu en débat avec, au sujet du jeune Trudeau, un débat avec ceux qui ont imposé les mesures de guerre. Et pour moi, je les appelle les Québécois violents, ceux qui ont utilisé l'État canadien pour emprisonner des tas de gens. Jamais on exige cette confession. Est-ce que ça nous frappe aussi là dans la même idée là que bon, on exige ça
de nous, tout le temps. Oui. Hein? Mais on ne l'exige pas des autres, vous avez bien raison. Je vais vous donner un exemple précis. Quand il y a eu le scandale des commandites et que M. Chrétien a témoigné, on lui a posé, le juge lui a posé la question, mais quand même, étiez-vous conscient qu'avec les commandites, vous faisiez quelque chose qui n'était pas démocratique? Et qu'est-ce qu'il a répondu, M. Chrétien? Il a dit, on était en guerre. Quand on est en guerre, tous les moyens sont bons pour gagner. Ouais. Et ça, il n'y a personne qui a demandé d'excuses publiques à M. Chrétien pour avoir dit ça. Ouais. Il n'y a aucun journaliste qui l'a vraiment relevé. Tu sais, ça passait comme du beurre dans le poêlon. Quand c'est les autres, ils peuvent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. On leur demande jamais de se justifier. Mais nous autres ici, c'est comme si on avait encore trop dans la tête ce passé judéo-chrétien qui nous force à demander la contrition pour quelque chose qu'on a fait, puis qu'on n'a pas à demander. Ça. Ouais. On dirait même que des gens comme Chrétien, Trudeau et d'autres gagnent des points à ne pas s'excuser. Je veux dire, est-ce que c'est la nature même du Canada, là, qui se joue aussi? C'est sûr. C'est la même chose avec Harper aujourd'hui, vis-à-vis de l'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers en région. Ouais. Bon, non seulement il ne veut pas s'excuser, mais il ne veut pas faire aucun changement. Ça le regarde pas d'une certaine façon. Et ça, il n'y a personne, tu sais, moi je lis les journaux, là, à part, tu sais, un premier petit envol qu'on a dit, peut-être qu'il faudrait qu'il regarde ça à nouveau. Depuis ce temps-là, silence, motus, bouche cousue. Ouais. Bon, c'est la même chose aujourd'hui dans le cas de Paul Rose, avec la majorité de notre intelligentsia là, qui contrôle les médias. Alors, c'est à boulet rouge sur lui. C'est des affaires absolument dégradantes qu'on a fait. Et je trouve que, par exemple, la caricature de Serge Chapelot dans la presse est une insulte, est une indignité. Et je comprends pourquoi il a bloqué son site Internet, son site Facebook, et qui fait filtrer ses messages à la presse. Ouais. Il devrait s'excuser. Absolument. Non, c'est une honte une honte nationale. Qu'un journal ait laissé passer ça, là, c'est même plus une caricature, c'est une, comment je dirais, c'est une critique, et plus qu'une critique, c'est une, excusez le mot, je vais le dire comme je le pense, c'est une saloperie. Oui, une saloperie, absolument. Bon, et ça, j'en reviens pas qu'on ait laissé passer ça. Moi, je pense à sa famille, je pense à tous les gens autour, je pense à ce qu'il a fait. Tu sais, il a pu se tromper dans ce qu'il a fait, mais il le fait, et il le fait dans un moment donné de notre histoire où il était, à mon avis, important que ça se fasse. Bon, c'est que ça se fasse. Que je ne dis pas que ça finisse comme ça s'est fini, mais que ça se fasse. Ne serait-ce que pour ça, les Québécois devraient avoir au moins une petite réserve, une petite gêne, tu sais. Oui, absolument. Et puis c'est pas le cas du tout. Quand je pense qu'à l'Assemblée nationale, vous voyez, on déforme tellement les choses. Bon, moi, si j'ai bien lu ce que Amir Kadir voulait faire à l'Assemblée nationale, c'était une résolution pour offrir les sympathies à la famille. Bon, et évidemment, on l'a empêché de la présenter dans son propre parti, parce que ce parti qui se prétend autre, lui aussi, faire de la politique différemment, je pense qu'avec Mme David, là, on n'est pas loin de Mme Marois, tu sais. Excusez, mais je le dis de même, mais là encore, tu sais, un peu plus, puis il y a des journalistes, d'ailleurs, qui l'ont demandé, toujours les mêmes, qui auraient voulu que M. Kadir s'excuse d'avoir même pensé faire cette résolution-là. Encore s'excuser. S'excuser d'avoir pensé à quelque chose. C'est quelque chose. C'est ça. Eux autres, c'est vrai qu'ils n'ont pas à s'excuser parce qu'ils sont tellement morons, ils disent tellement les mêmes imbécilités tout le temps que ça vaut plus la peine qu'ils s'excusent, qu'ils disent de toute façon on les lit plus. Et je suis tellement content depuis que dans
par exemple, je vais le nommer, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ils bloquent tous les articles des chroniqueurs. On ne peut pas les lire, tant mieux, parce qu'il faut que tu sois... Imaginez, pour lire Martineau maintenant dans le Journal de Montréal, il faut que tu sois considéré comme un VIP. Ouais. Hein? Tu sais, sinon, tu peux pas le lire. Ben, je dis, enfin, ils ont fait quelque chose d'intelligent. C'est ça. Au moins, ils nous empêchent de lire ce con-là. Oui, parce que, justement, Martineau s'en met un autre qui est tombé sur Amir Kadir aujourd'hui pour ça, là. Pour la mauvaise pensée, là. D'avoir pensé. Oui, c'est ça. C'est certain, tu sais. Ouais. Donc. Alors, moi, je pense que heureusement qu'on a eu des gens dans le passé qui se sont tenus debout envers et contre tout, parce qu'aujourd'hui, je dois dire que ces gens-là sont rares, sont de plus en plus rares, parce qu'on est comme dans une espèce de mouvance à cause de tout ça, à force de se faire dire que ça devrait pas se faire, que ça devrait pas se faire. C'est ça. À force de se faire dire, ça finit par rentrer dans la tête, comme dirait Georges Saint-Pierre à propos de Diaz. Il est entré dans ma tête, tu sais. Ouais. Ben, nous autres aussi, ça finit par rentrer dans la tête des Québécois. Puis les Québécois, ils s'imaginent maintenant que souvent, on peut pas faire ça, il faut s'excuser parce que c'est pas correct. Il faut s'excuser d'exister. Oui. C'est rendu qu'on peut pas dire, on peut plus dire à quelqu'un que t'es un imbécile parce qu'on va te demander aussitôt de t'excuser de l'avoir dit. Ouais. Victor Lévy-Beaulieu, c'est tout le temps qu'on a. C'était fort intéressant et je suis très content que vous ayez écrit cet article sur Paul Rose et que vous rappelez à nos auditeurs auditrices un peu les souvenirs de cette époque-là. C'est très important à mon sens. Non, puis je l'ai fait et je suis content de le faire. Parce que justement, avec tout ce qui se dit pas dans les journaux par téléguidage, on risque de ne pas avoir l'idée de ce que ça a été cette époque-là. Ouais. Et les jeunes qui l'ont pas vécu, ben ils pourront pas savoir ce qu'il y avait derrière tout ça, pourquoi ça a été fait, et à partir de quoi on peut bâtir maintenant. Ça. Et je trouve ça important, puis je trouve ça très malheureux qu'on ait des médias aussi pourris, aussi gnochons, aussi lèche-cul du grand capital. Oui, c'est ça. Écoutez, c'était fort intéressant. Juste pour vous consoler, hier soir, j'étais à une réunion de jeunes du Bloc québécois, puis on fait une minute de silence pour Paul Rose. Malgré tout, ils avaient ça à l'esprit. Alors, j'étais vraiment frappé par que malgré tout, ils finissent par savoir qui a eu du courage et qui mérite d'être reconnu. Ouais. C'est tout le temps qu'on a, mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler très bientôt. Ben, ça me fera grand plaisir. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Bonjour.